Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 6, L'homme à la lèvre tordue, suite. Et qu'imaginez-vous qu'il y avait dans les poches? Je ne saurais le dire. Non, je ne crois pas que vous le devinerez. Toutes les poches étaient bourrées de gros et de petits sous, 420, et un gros sou et 270 petits sous. Rien d'étonnant que l'habit n'eût pas été emporté par la marée. Mais un corps humain, c'est une autre affaire. Il existe entre le quai et la maison un remous impétueux. Il parut assez vraisemblable que l'habit ainsi lesté fût resté là, alors que le corps dépouillé avait été aspiré par le remous et entraîné dans le fleuve. Mais vous me dites que l'on avait trouvé tous les autres vêtements dans la chambre. Le corps aurait-il été vêtu de son seul costume? Non, monsieur, mais on pourrait expliquer les faits de manière assez spécieuse. Supposez que le dénommé Boone ait jeté Neville Sinclair par la fenêtre et qu'il n'y ait pas eu un seul témoin pour le voir. Que fera-t-il alors? Naturellement, l'idée lui vient tout de suite qu'il faut se débarrasser des vêtements dénonciateurs. Alors, il saisit le costume et au moment de le jeter, il s'avise qu'il va flotter et ne coulera pas au fond. Il n'a que peu de temps devant lui, car il a entendu la bagarre en bas quand la femme a tenté de monter de force. Peut-être aussi a-t-il su par son complice Lascar que la police accourt dans la rue. Il n'y a pas un moment à perdre. Il se précipite vers un magot caché où se trouve accumulé le produit de sa mendicité, et il fourre toutes les pièces sur lesquelles il peut mettre les mains dans les poches du costume pour être sûr qu'il coulera. Il le lance au dehors, et il en aurait fait autant des autres vêtements s'il n'avait entendu en bas des pas précipités, mais il n'a eu que le temps de fermer la fenêtre quand la police a fait son apparition. Tout cela semble plausible. Eh bien, faute de mieux, ce sera l'hypothèse sur laquelle nous travaillerons. Boone, je vous l'ai dit, a été arrêté et emmené au poste, mais on n'a pas pu prouver qu'on n'ait jamais eu auparavant quoi que ce soit à lui reprocher. Depuis des années, on le connaissait comme un mendiant de profession, mais sa vie semblait avoir toujours été tranquille et inoffensive. Voilà où en sont les choses à l'heure présente et toutes les questions qu'il s'agit de résoudre. Ce que Sinclair faisait dans le bouge, ce qui lui est arrivé quand il était là, et quel rôle a joué Boone dans sa disparition. Toutes ces questions sont aussi loin que jamais d'être résolues. J'avoue que je ne peux, dans ma carrière, me rappeler aucun cas qui, au premier abord, sembla si simple et qui cependant présenta tant de difficultés. Pendant que Sherlock Holmes avait relaté cette singulière suite d'événements, nous avions traversé à toute vitesse la banlieue de la grande ville. Nous avions laissé derrière nous les dernières maisons disséminées çà et là, et nous roulions bruyamment le long d'une route campagnarde, bordée d'une haie de chaque côté. Sur la fin du récit, cependant, nous traversions deux villages aux maisons éparses et dont quelques lumières éclairaient encore les fenêtres. « Nous sommes maintenant à la lisière de Lee, dit mon compagnon, et dans notre brève course, nous avons touché 3 comtés anglais partant du Middlesex, nous avons traversé un coin du Surrey et nous finissons dans le Kent. Voyez-vous cette lumière parmi les arbres? C'est la villa Les Cèdres, et auprès de cette lumière est assise une femme dont les oreilles anxieuses ont déjà, je n'en doute point, perçu le bruit des sabots de notre cheval. Mais pourquoi ne menez-vous pas l'affaire de Baker Street? Parce qu'il y a de nombreuses recherches qu'il faut faire ici. Madame Sinclair a eu l'amabilité de mettre 2 pièces à ma disposition, et vous pouvez être assuré qu'elle ne saurait faire qu'un accueil cordial à mon ami et collègue. Cela me coûte fort de la rencontrer, Watson, alors que je n'apporte encore aucune nouvelle de son mari. Nous y voici. Oh là là! Oh là! Nous nous étions arrêtés en face d'une grande villa située au centre de la propriété. Un petit valet d'écurie accourut à la tête du cheval et ayant sauté de la voiture, je remontai derrière Holmes la petite allée de gravier qui serpentait jusqu'à la maison. Comme nous en approchions, la porte s'ouvrit brusquement et une petite femme blonde parut dans l'entrée. Elle était vêtue d'une sorte de mousseline de soie légère avec un soupçon de peluche rose au cou et aux poignets. Sa silhouette se détachait contre le flot de la lumière, une main sur la porte, l'autre à moitié levée dans son empressement, le buste légèrement incliné, la tête et le visage tendus vers nous, les yeux anxieux, les lèvres entr'ouvertes, tout son être semblait nous interroger. « Eh bien » s'écria-t-elle, « eh bien » Puis, en voyant que nous étions 2, elle poussa un cri d'espérance, mais celui-ci se changea en un gémissement quand elle vit mon compagnon hocher la tête et hausser les épaules. Pas de bonnes nouvelles? Aucune. Pas de mauvaises non plus? Non. Dieu merci pour cela. Mais entrez, vous devez être fatigué, car la journée a été longue pour vous.
Monsieur est mon ami, le docteur Watson. Il m'a été d'une aide vitale dans plusieurs affaires, et un heureux hasard m'a permis de l'amener avec moi et de l'associer à cette enquête. « Je suis enchantée de vous voir, dit-elle en me serrant chaleureusement la main. Vous pardonnerez, j'en suis sûre, tout ce qui peut être défectueux dans notre organisation quand vous réfléchirez au coup qui nous a frappés si brusquement. »« Chère madame, dis-je, je suis un vieux soldat et même s'il n'en était pas ainsi, je peux très bien voir que vous n'avez pas besoin de vous excuser. Si je puis vous être utile soit à vous, soit à mon ami, j'en serais en vérité très heureux. » « Maintenant, monsieur Sherlock Holmes, dit la dame pendant que nous entrions dans une salle à manger bien éclairée, sur la table de laquelle on avait préparé un souper froid. J'aimerais beaucoup vous poser une ou deux questions très précises auxquelles je vous prierai de faire une réponse également très précise. »« Certainement, madame. Ne vous occupez pas de ce que je ressens. Je ne suis pas hystérique et je ne m'évanouis point. Je désire simplement vous entendre exprimer votre opinion, mais votre opinion sincère. »« Sur quoi, madame ? Tout au fond de votre cœur, croyez-vous que Neville soit vivant ?» La question parut embarrasser Sherlock Holmes. « Franchement donc ?» Debout sur le tapis du foyer, elle répéta les deux mots en regardant fixement Sherlock, renversé en arrière dans une bergère. « Franchement donc, madame, je ne le crois pas. »« Vous pensez qu'il est mort ?»« Je le pense. »« Assassiné ?»« Je ne dis pas cela, peut-être. »« Et quel jour est-il mort ?»« Lundi. »« Alors peut-être, monsieur Holmes, aurez-vous la bonté de m'expliquer comment il se fait que j'ai aujourd'hui reçu cette lettre de lui ?» Sherlock Holmes bondit de son fauteuil comme s'il avait été galvanisé. « Quoi ?» rugit-il. « Oui, aujourd'hui. » Elle était debout et souriante, tenait en l'air un petit carré de papier. « Puis-je le voir ?»« Certainement. » Il lui prit le message avec fébrilité et l'aplatissant sur la table, il en approcha la lampe et l'examina très attentivement. J'avais quitté ma chaise et je regardais par-dessus son épaule. L'enveloppe était très grossière. Elle portait le cachet de la poste de Gravesend avec la date même du jour, ou plutôt de la veille, car il était déjà bien plus de minuit. « Écriture bien lourde, murmura Holmes. Sûrement ce n'est pas là l'écriture de votre mari, madame. »« Non, mais le contenu est de son écriture. » « Je vois aussi que celui, quel qu'il soit, qui a écrit l'enveloppe, a dû aller s'informer de l'adresse. »« Comment pouvez-vous dire cela ? » Le nom, vous le voyez, est écrit d'une encre parfaitement noire qui a séché toute seule. Le reste est d'une couleur grisâtre, qui indique que l'on a employé un papier buvard. Si l'enveloppe avait été écrite tout d'un coup, puis passée au buvard, il n'y aurait point des mots d'un ton plus foncé. Cet homme a écrit le nom, et puis il a eu un arrêt, une pause avant d'écrire l'adresse, ce qui peut seulement signifier que l'adresse ne lui était pas familière. C'est une chose insignifiante, bien sûr, mais rien n'est plus important que les choses insignifiantes. Voyons la lettre maintenant. Ah, on a joint quelque chose à la lettre. Oui, il y avait un anneau, son cachet. Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre mari ? Oui, une de ses écritures. Une ? Son écriture quand il est pressé. Elle diffère beaucoup de son écriture ordinaire, pourtant je la reconnais bien. Holmes lut. « Chérie, n'aie pas peur. Tout ira bien. Il y a une grosse erreur. Il faudra peut-être un certain temps pour la rectifier. Attends avec patience, Neville. » Écrite au crayon sur la feuille de garde d'un livre in octavo sans filigrane. A été mise à la poste aujourd'hui à Gravesend par quelqu'un qui avait le pouce sale. Ah, et la gomme de la fermeture a été léchée, ou je me trompe beaucoup, par une personne qui avait chiqué. Et vous n'avez, madame, aucun doute que ce soit bien l'écriture de votre mari. Pas le moindre doute, c'est Neville qui a écrit ces mots-là. Et ils ont été mis à la poste de Gravesend aujourd'hui. Eh bien, madame Sinclair, les nuages s'éclaircissent, bien que je ne me risquerai pas à dire que le danger soit passé. Mais il doit être vivant, monsieur Holmes. À moins que ce ne soit là un faux très habile pour nous lancer sur une fausse piste. La bague, après tout, ne prouve rien. On peut la lui avoir prise. Non, non, c'est bien, absolument bien son écriture. D'accord. Pourtant, ce billet a pu être écrit lundi et mis à la poste aujourd'hui seulement. C'est possible. S'il en est ainsi, bien des choses ont pu survenir depuis. Oh, il ne faut pas me décourager, monsieur Holmes. Je sais qu'il ne court aucun danger. Il y a entre nous tant d'affinité que s'il lui arrivait malheur, je le saurais, je le sentirais.
Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé. Il était dans la chambre à coucher et moi, de la salle à manger où j'étais, je me suis sur le champ précipitée au premier car j'étais certaine que quelque chose venait de lui arriver. Croyez-vous que j'aurais été sensible à une telle bagatelle et que malgré cela j'ignorerais sa mort ? J'ai vu trop de choses pour ne pas savoir que les impressions d'une femme peuvent être de plus de poids que les conclusions analytiques d'un logicien. Et vous avez certainement en cette lettre une preuve importante pour corroborer votre façon de voir. Mais si votre mari est vivant et s'il peut écrire, pourquoi resterait-il loin de vous ? Je ne saurais l'imaginer, c'est inconcevable. Et lundi, avant de vous quitter, il n'a fait aucune remarque ? Non. Et vous avez été surprise de le voir dans Swansdown Lane ? Très surprise. La fenêtre était-elle ouverte ? Oui. Alors il aurait pu vous appeler. C'est vrai. Et d'après ce que je sais, il a seulement poussé un cri inarticulé. Oui. C'était, pensiez-vous, un appel au secours ? Oui, il a agité les mains. Mais ce pouvait être un cri de surprise. L'étonnement en vous voyant de façon inattendue a pu lui faire jeter les bras en l'air. C'est possible. Et vous avez pensé qu'on le tirait en arrière. Il a disparu si brusquement. Il a pu faire un bond en arrière. Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce ? Non, mais cet homme horrible a avoué qu'il y était, et Lascar était au pied de l'escalier. Exactement. Votre mari, autant que vous avez pu voir, portait ses vêtements ordinaires. À l'exception de son col ou de sa cravate, j'ai vu nettement sa gorge nue. Avait-il jamais parlé de Swansdown Lane ? Jamais. Vous avait-il jamais laissé percevoir à certains signes qu'il avait fumé de l'opium ? Jamais. Merci, Madame Sinclair. Ce sont là les points principaux sur lesquels je désirais être absolument renseigné. Nous allons maintenant souper légèrement et nous nous retirerons car nous aurons peut-être demain une journée très occupée. On avait mis à notre disposition une grande et confortable chambre à 2 lits et je fus rapidement entre mes draps car je me sentais fatigué après cette nuit d'aventure. Sherlock Holmes, cependant, était un homme qui, quand il avait en tête un problème à résoudre, passait des jours et même une semaine sans repos à tourner et retourner son problème, à réarranger les faits, à les considérer sous tous les points de vue, jusqu'à ce qu'il en eût complètement pris la mesure ou qu'il se fût convaincu que ces données étaient insuffisantes. Pour moi, il fut bientôt évident qu'il se préparait en vue d'une veillée qui durerait toute la nuit. Il enleva son habit et son gilet, endossa une ample robe de chambre bleue, puis erra dans la pièce pour rassembler les oreillers du lit et les coussins du canapé et ceux des fauteuils. Il en construisit une sorte de divan oriental sur lequel il se percha, les jambes croisées, avec devant lui un paquet de tabac ordinaire et une boîte d'allumettes. Dans la vague lumière de la lampe, je le voyais là, assis, une vieille pipe de bruyère entre les dents, les yeux perdus attachés à un coin du plafond, la fumée bleue montant au-dessus de lui et la lumière mettant en relief ses traits aquilins. Tel il était, silencieux et immobile quand je m'endormis, tel je le retrouvai quand un cri subit m'éveilla. Le soleil d'été brillait dans notre chambre. Sherlock Holmes avait toujours sa pipe entre les dents. La fumée montait toujours en volute et la chambre était pleine d'un intense brouillard de tabac. Il ne restait d'ailleurs plus rien du paquet de tabac que j'avais vu la veille. « Réveillé, Watson » demanda-t-il. « Oui. Dispo pour une course matinale ?»« Certainement. Alors habillez-vous. Personne ne bouge encore, mais je sais où couche le garçon d'écurie et nous aurons bientôt la voiture. » Ce disant, il riait sous cape, ses yeux pétillaient et il avait l'air d'un homme totalement différent du sombre penseur de la veille. Tout en m'habillant, j'ai regardé ma montre. Il n'y avait rien de surprenant que personne ne bougeât. Il était 4h25. J'avais à peine fini que Holmes revenait et m'annonçait que le garçon était en train d'atteler. « Je vais mettre à l'épreuve une de mes théories, dit-il en enfilant ses chaussures. Je crois, Watson, que vous êtes en ce moment en présence d'un des plus parfaits imbéciles de l'Europe. Je mérite un coup de pied qui m'enverrait à tous les diables, mais je crois que je tiens maintenant la clé de l'affaire. »« Et où est-elle » demandai-je en souriant. « Dans la salle de bain. Vraiment, je ne plaisante pas, continua-t-il devant mon air d'incrédulité. J'en viens et je l'ai prise, et je l'ai là, dans mon sac de voyage. Venez, mon cher, et nous verrons si elle va dans la serrure. » Nous sommes descendus aussi doucement que possible, et nous sommes sortis dans l'éclatant soleil du matin. Le cheval et la carriole étaient sur la route, avec à la tête de la bête le garçon d'écurie à moitié habillé.
Nous avons sauté en voiture et à toute vitesse nous avons pris le chemin de Londres. Quelques charrettes seulement chargées de légumes pour la capitale s'avançaient sur la route, mais les villas qui la bordent de chaque côté étaient silencieuses et mortes comme celles d'une ville de rêve. Sous certains rapports, dit Holmes en touchant du fouet le cheval pour lui faire prendre le galop, j'avoue que j'ai été aussi aveugle qu'une taupe, mais quand il s'agit d'apprendre la sagesse, mieux vaut tard que jamais. En ville, les tout premiers levés encore à demi endormis commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre que nous roulions déjà le long des rues du côté du Surrey. Suivant la route du pont de Waterloo, nous avons traversé la rivière et tournant brusquement à droite pour Wellington Street, nous nous sommes trouvés dans Bow Street. Sherlock Holmes était bien connu au commissariat central et les deux agents à la porte le saluèrent. L'un d'eux tint la bride du cheval pendant que l'autre nous faisait entrer. « Qui est de service ?» demanda Holmes. « L'inspecteur Bradstreet, monsieur. »« Ah, Bradstreet, comment allez-vous » Un fonctionnaire grand et corpulent s'était avancé dans le couloir d'allée. Il avait sur la tête un calot pointu et était vêtu d'un habit à brandebourg. « Je voudrais vous dire 2 mots, Bradstreet. »« Certainement, monsieur Holmes. Entrez dans ma pièce ici. » C'était une petite pièce qui avait des airs de bureau avec un énorme registre sur la table et un téléphone à demi encastré dans le mur. L'inspecteur s'assit à son pupitre. « Et que puis-je pour vous, monsieur Holmes ?» C'est à propos de ce mendiant Boone, celui qui est impliqué dans la disparition de M. Neville Sinclair de Lee. Oui, on l'a amené ici hier et on le garde à notre disposition pour plus amples informations. C'est ce qu'on m'a dit. Vous l'avez ici ? En cellule. Est-il calme ? Oh, il ne donne aucun embarras. Il est seulement d'une saleté. Sale ? Oui, c'est tout ce que nous pouvons faire que de le faire se laver les mains, et son visage est aussi noir que celui d'un ramoneur. Ah, une fois son affaire réglée, on lui fera prendre quelque chose comme bain. Je vous le promets, et je crois que si vous le voyez, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il en a besoin. Je voudrais bien le voir. Vraiment, c'est facile. Venez par ici. Vous pouvez laisser votre sac. Non, je crois que je vais le prendre. Très bien, venez par ici, s'il vous plaît. Il nous guida le long d'un couloir et ouvrit une porte barricadée, descendit un escalier tournant et nous amena dans un corridor blanchi à la chaux avec une rangée de portes de chaque côté. « La 3e à droite, c'est la sienne, dit l'inspecteur. C'est ici. » Il fit sans bruit glisser un panneau dans la partie supérieure de la porte et regarda à l'intérieur. « Il dort, dit-il. Vous pouvez très bien le voir. » Nous regardâmes tous les deux par le grillage. Le prisonnier était couché, le visage tourné vers nous. Il dormait d'un sommeil très profond. Il respirait lentement et avec bruit. C'était un homme de taille moyenne. Pauvrement habillé comme il convenait à sa profession, il portait une chemise de couleur qui sortait par une déchirure de son vêtement en guenilles. Il était, comme le policier nous l'avait dit, extrêmement sale. Toutefois, la saleté qui couvrait son visage ne pouvait cacher sa laideur repoussante. Une large couture résultant d'une vieille cicatrice courait de l'œil au menton, et par sa contraction, avait retourné une partie de la lèvre supérieure, de telle sorte que 3 dents qui restaient perpétuellement visibles lui donnaient un air hargneux. Une tignasse de cheveux d'un rouge vif descendait sur ses yeux et sur son front. « C'est une beauté, hein, dit l'inspecteur. »« Il a certainement besoin qu'on le lave, observa Holmes. Je m'en doutais, et j'ai pris la liberté d'en apporter avec moi les moyens. » Tout en parlant, il ouvrit son sac de voyage et en sortit, à mon grand étonnement, une très grosse éponge de bain. « Et vous êtes un rigolo, dit l'inspecteur en riant à demi. Maintenant, si vous voulez bien avoir la grande amabilité d'ouvrir cette porte tout doucement, nous lui ferons bientôt prendre une figure beaucoup plus respectable. Pourquoi pas? Je n'y vois pas d'objection. Il ne fait pas honneur aux cellules de Bow Street, hein ?» Il glissa sa clé dans la serrure et sans bruit, nous pénétrâmes dans la cellule. Le dormeur se retourna à demi et tout de suite se remit à dormir profondément. Holmes se pencha sur la cruche à eau, y mouilla son éponge, puis, à 2 reprises, en frotta avec vigueur le visage du prisonnier de haut en bas et de droite à gauche. « Permettez-moi de vous présenter, cria-t-il, M. Neville Sinclair de Lee, dans le comté de Kent. » Jamais de ma vie je n'ai vu pareil spectacle. Le visage de l'homme pela sous l'éponge comme l'écorce d'un arbre. Disparurent également l'horrible cicatrice qui couturait ce visage et la lèvre retournée qui lui donnait son hideux ricanement.
Une légère secousse détacha les cheveux roux, emmêlés, et assis devant nous dans son lit, il ne resta plus qu'un homme pâle, au visage morose et à l'air distingué, qui se frottait les yeux et regardait autour de lui, abasourdi et encore endormi. Puis, se rendant tout à coup compte qu'il était démasqué, il poussa un cri perçant et se rejeta sur le lit, le visage contre l'oreiller. « Bon Dieu !» s'écria l'inspecteur. « En effet, c'est bien le disparu. Je le reconnais par sa photo. » Le prisonnier se retourna avec l'air insouciant d'un homme qui s'abandonne à son destin. « D'accord, dit-il, mais je vous en prie, de quoi m'accuse-t-on ?»« D'avoir fait disparaître M. Neuville Saint. Oh, au fait, on ne peut pas vous accuser de ça, à moins qu'on ne vous poursuive pour tentative de suicide, » dit l'inspecteur avec une grimace. « Eh bien, il y a 27 ans que je suis dans la police, mais ça, en vérité, ça décroche la timbale. » Si je suis M. Neuville Sinclair, il est évident alors qu'il n'y a pas eu de crime et que par conséquent, on me détient illégalement. Il n'y a pas eu de crime, dit Holmes, mais une grosse erreur a été commise. Vous auriez mieux fait d'avoir confiance en votre femme. Ce n'était pas pour ma femme, c'était à cause des enfants, grommela le prisonnier. Seigneur, je ne voulais pas qu'ils eussent honte de leur père. Mon Dieu, être ainsi démasqué. Que faire? Sherlock Holmes s'assit à côté de lui sur la couchette et avec bonté lui tapa sur l'épaule. « Si vous laissez un tribunal débrouiller la chose, dit-il, vous ne pourrez bien entendu éviter la publicité. D'autre part, si vous persuadez la police qu'il n'y a pas lieu d'intenter une action contre vous, il n'y a pas, que je sache, la moindre raison pour que les détails soient communiqués aux journaux. L'inspecteur Bradstreet, j'en suis sûr, prendrait note de tout ce que vous pourriez nous dire et le soumettrait aux autorités compétentes. En ce cas, votre affaire n'irait jamais devant un tribunal. »« Dieu vous bénisse !» s'écria le prisonnier avec véhémence. « J'aurais enduré la prison et davantage la pendaison même plutôt que de laisser mon misérable secret devenir une tare familiale aux yeux de mes enfants. Vous serez les premiers à connaître mon histoire. Mon père était maître d'école à Chesterfield, où j'ai reçu une excellente éducation. J'ai voyagé dans ma jeunesse, j'ai fait du théâtre et finalement je suis devenu reporter dans un journal du soir de Londres. Un jour, mon rédacteur en chef désira avoir une série d'articles sur la mendicité dans la capitale et je m'offris pour les faire. Ce fut le point de départ de toutes mes aventures. Ce n'était qu'en essayant de mendier en amateur que je pouvais entrer en possession des faits sur lesquels je bâtissais mes articles. Autant que j'étais acteur, j'avais naturellement appris tous les secrets de l'art de se grimer, et mon habileté m'avait rendu célèbre dans la profession. Je me peignis donc le visage, et pour me rendre aussi pitoyable que possible, je me fis une belle cicatrice, tout en immobilisant un des côtés de ma lèvre, retroussé au moyen d'une petite bande de taffetas couleur de chair, et puis, avec une perruque rousse et des vêtements de circonstance, je me suis installé dans le coin le plus fréquenté de la cité, avec l'air de vendre des allumettes, mais en fait, en demandant la charité. Pendant 7 heures, j'exerçais mon métier, et quand je rentrais le soir chez moi, je découvris à ma grande surprise que je n'avais pas reçu moins de 26 shillings et 4 pence. J'écrivis mes articles, et je ne pensais plus guère à cette aventure quand, un peu plus tard, après avoir endossé une traite pour un ami, je reçus une assignation d'avoir à payer 35 livres. Je ne savais que faire ni où me procurer l'argent quand une idée me vint. J'ai demandé un délai de 15 jours à mon créancier et un congé à mon journal, et j'ai passé ce temps à mendier dans la cité, déguisé comme vous savez. En 10 jours, j'avais l'argent et la dette était payée. Vous pouvez imaginer qu'il était dur de se remettre à un travail fatigant pour 2 livres par semaine, quand je savais que je pouvais gagner autant en une seule journée, rien qu'en me barbouillant la face avec un peu de couleur et en demeurant tranquillement assis à côté de ma casquette posée par terre. Il y eut un long débat entre mon orgueil et l'argent, mais les livres l'emportèrent en fin de compte. Je renonçai au reportage et jour après jour, dans le coin que j'avais choisi d'emblée, je m'assis, inspirant la pitié par mon lugubre visage et remplissant mes poches de sous. Un seul homme connaissait mon secret. C'était le tenancier du bouge où je logeais dans Swampdown Lane. Je pouvais chaque matin en sortir sous l'aspect d'un mendiant crasseux et le soir m'y transformer en un monsieur bien habillé. Cet individu, un certain Lascar, je le payais si largement pour sa chambre que je savais que mon secret ne risquait rien en sa possession. J'ai bientôt constaté que je mettais de côté des sommes considérables. Je ne prétends pas que n'importe quel mendiant des rues de Londres peut gagner 700 livres par an. Et c'est là moins que je ne me faisais en moyenne, mais j'avais des avantages exceptionnels, grâce à ma science du maquillage, et aussi
grâce à une facilité de répartie qui devint plus grande par l'habitude et qui fit de moi un type bien connu de la cité. Toute la journée, une pluie de sous, agrémentée de piécettes d'argent, tombait sur moi, et c'était une bien mauvaise journée que celle où je ne recueillais pas mes 2 livres. À mesure que je devenais plus riche, je devenais plus ambitieux. J'ai pris une maison à la campagne, et un beau jour, je me suis marié sans que personne soupçonnât mon véritable métier. Ma chère femme savait que j'étais occupé dans la cité. Elle ne savait guère à quoi. Lundi dernier, j'avais fini ma journée et je m'habillais dans ma chambre au-dessus de la fumerie d'opium quand je regardais par la fenêtre et je vis avec horreur et surprise que ma femme était là dans la rue, les yeux en plein fixés sur moi. J'ai poussé un cri de surprise. J'ai levé les bras pour cacher mon visage et me précipitant vers mon confident, vers Lascar, je l'ai supplié d'empêcher qui que ce fût de monter dans ma chambre. J'ai entendu en bas la voix de ma femme, mais je savais qu'elle ne pourrait pas monter. Rapidement, j'ai enlevé mes vêtements. J'ai endossé ceux du mendiant, j'ai mis mes fards et ma perruque. Même les yeux d'une épouse ne pouvaient pas percer un déguisement aussi complet. Mais il me vint alors à la pensée qu'on pourrait fouiller la pièce et que mes vêtements risquaient de me trahir. J'ai vivement ouvert la fenêtre, mouvement violent qui fit se rouvrir une petite coupure que je m'étais faite dans notre chambre à coucher ce matin-là. Là-dessus, j'ai saisi mon habit qui était alourdi par les sous que je venais d'y mettre en les déversant du sac de cuir dans lequel je fourrais mes gains. Je l'ai lancé par la fenêtre et il a disparu dans la Tamise. Les autres vêtements auraient suivi, mais à ce moment-là, les agents grimpaient l'escalier 4 à 4 et quelques minutes plus tard, je constatais ce qui me fit plutôt plaisir, je l'avoue, qu'au lieu d'identifier en moi M. Neville Sinclair, on m'arrêtait comme son assassin. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à vous expliquer. J'étais bien résolu à garder mon déguisement aussi longtemps que possible, ce qui explique ma répugnance à me laver. Sachant que ma femme serait en proie à une terrible anxiété, j'ai enlevé ma bague et je l'ai confiée à Lascar à un moment où aucun agent ne me surveillait. J'ai griffonné en même temps quelques mots pour lui dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. « Ce billet ne lui est parvenu qu'hier, dit Holmes. »« Grand Dieu, quelle semaine elle a dû passer !»« La police surveillait Lascar, dit l'inspecteur Bradstreet, et je comprends sans peine qu'il ait trouvé quelques difficultés à expédier cette lettre sans qu'on le voie. Peut-être l'a-t-il passé à un de ses clients, à un marin qui l'aura complètement oublié pendant quelques jours. »« C'est bien cela, dit Holmes, approuvant d'un signe de tête. Je n'en doute point. Mais vous n'avez donc jamais été poursuivi pour mendicité ? » ?»« Que si, maintes fois. Mais qu'était-ce qu'une amende pour moi ? » ?»« Il va pourtant falloir que ça cesse, dit Bradstreet. Pour que la police consente à faire le silence sur cette affaire, il faudra qu'il n'y ait plus de Hugboon. Je l'ai juré par le serment le plus solennel que puisse faire un homme. En ce cas, je crois que ça n'ira probablement pas plus loin. Mais si on vous y reprend, alors tout se saura. Pour sûr, monsieur Holmes, que nous vous sommes fort obligés d'avoir éclairci cette affaire. Je voudrais bien savoir comment vous obtenez ces résultats-là. J'ai obtenu celui-ci, dit mon ami, en restant assis sur 20 coussins et en brûlant un paquet de tabac. Je crois, Watson, que si nous rentrons à Baker Street en voiture, nous y serons juste à temps pour le déjeuner.